Au Bénin, en assemblée générale extraordinaire ce vendredi, le syndicat des magistrats a débattu de plusieurs sujets, en l'occurrence la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET. Au Niger, une campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée à la suite de la résurgence de la maladie. Et puis en Birmanie, 3 journalistes emprisonnés pour avoir critiqué un proche de la chef du gouvernement, Aung San Suu Kyi, ont été libérés sous caution ce vendredi. Les juges de la Chambre des libertés et de la détention de la CREIET sont nommés par le président de la Cour par année judiciaire. Il en résulte qu'en procédant à la nomination de ces magistrats en Conseil des ministres, le gouvernement s'est immiscé dans le fonctionnement de la CREIET, mettant ainsi à mal l'indépendance de l'institution. Aussi, du point de vue de l'organisation judiciaire, la multiplication des juridictions spéciales ou thématiques, l'installation du tribunal de commerce de Cotonou et de la CREIET est de nature à porter atteinte à l'architecture judiciaire. Cette pratique consistant à retirer aux juridictions ordinaires des pans entiers de leurs attributions et à les confier à des juridictions spéciales participe de la déstructuration de l'appareil judiciaire. Cette fragmentation de la justice crée une confusion, un flou artistique sur le rôle et la place de la CREIET dans l'ordonnancement judiciaire. Ce constat est aggravé par le cumul de fonctions de certains magistrats. L'Assemblée générale s'est également préoccupée de l'acharnement dont certains magistrats sont victimes. Elle a noté avec stupéfaction des représailles et menaces de poursuites disciplinaires à l'encontre des magistrats, tant par la chancellerie que par les non-magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature. Ces actes constituent une atteinte grave à l'office du juge et à l'indépendance du pouvoir judiciaire, socle de l'état de droit. Transféré à la Cour pénale internationale le 30 novembre 2011, l'ouverture du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo s'est fait 5 ans plus tard, et précisément le 26 janvier 2016. Pour en savoir davantage sur la procédure qui allonge les 10 procès qui se déroulent au niveau de la CPI, l'Observatoire ivoirien du droit de l'homme OIDH, qui observe les procès post-électoraux à Abidjan et à La Haye, à travers une causerie débat, a tenté de faire comprendre à l'opinion ivoirienne et internationale le travail de la Cour pénale internationale. Un citoyen bien informé et bien formé contribue de façon positive au retour, n'est-ce pas, à une situation de non-violence. Nous voulons travailler en tant qu'acteur de la société civile à éviter la reddition des violences dans notre pays, et pour ce faire, il faut qu'on marque un arrêt pour s'informer et se former autour du procès. Sur le procès, Laurent Gbagbo Charles Blé Goudé occupait le devant de la scène. Les échanges par contre ont permis au public de partager sur la justice post-crise dans certains pays comme le Soudan. Nous nous situons dans une logique de soutenir ce type d'initiative et nous avons déjà eu à le faire dans d'autres contextes en Afrique, notamment au Nigeria, en Ouganda, mais également au Sénégal. Après 5 ans de procès, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé réclamaient non-lieu pour faute de preuves. Malheureusement, le 1er octobre dernier, le bureau du procureur a plaidé auprès de la Chambre de la première instance pour que ce procès aille à son terme. En décembre, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo se retrouveront devant le juge de la CPI. À Abidjan, ce procès continue de passionner le public. Le Maroc opte pour le maintien permanent de l'heure d'été.
Conformément à un projet de décret que le gouvernement a adopté vendredi, le pays va désormais maintenir l'heure d'été actuellement en vigueur sur son territoire. L'objectif est d'éviter les changements opérés à maintes reprises durant l'année et leurs répercussions à plusieurs niveaux. Ainsi donc, le passage à l'heure d'hiver prévu ce dimanche ne sera pas appliqué dans le pays. Le Maroc restera à GMT+1. Selon le ministre chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Ben Abdelkader, ceci va permettre au pays de gagner 1 heure de lumière naturelle et de réduire la consommation d'électricité, ce qui n'est pas l'avis des utilisateurs des réseaux sociaux chez qui la mesure a, dans l'ensemble, suscité l'incompréhension et un large mécontentement. Pour rappel, le Maroc a instauré le changement d'heure en 2008 dans le but de réduire sa consommation d'énergie, comme l'avaient fait de nombreux pays européens. Son rejet intervient dans un contexte où la question du maintien ou non de l'heure d'été est posée en Europe après le projet de la Commission européenne de mettre fin à l'obligation du changement d'heure. D'ici fin avril 2019, chaque pays membre de l'Union européenne devra choisir entre garder l'heure d'été ou plutôt celle d'hiver si le projet de la Commission était entériné. Ces différentes conventions signées avec la Tunisie concernent la transition énergétique, 50 millions d'euros, l'appui de la réforme fiscale et la promotion socio-économique et solidaire, 70 millions d'euros, de la compétitivité et du commerce extérieur, 90 millions d'euros, et l'appui au secteur de la justice. Elles ont été signées lors d'un entretien entre Jean-Claude Juncker et le président Kaïd Essebsi. Affirmant le soutien de l'Union européenne à la transition démocratique en Tunisie, le chef de la délégation de l'Union européenne a souligné que depuis la révolution de 2011, ayant chassé le président Zine El Abidine Ben Ali du pouvoir, l'Union européenne a dédié à la Tunisie un montant de 10 milliards d'euros. Nous avons dédié à la Tunisie un montant depuis 2011 qui porte un montant financier qui porte sur 10 milliards d'euros. Et nous venons de signer aujourd'hui 4 accords qui portent sur un volume total de 270 millions, ce qui prouve que nos relations ne sont pas au point mort, mais qu'elles continuent à s'améliorer chaque jour davantage. Le responsable européen a rencontré vendredi le Premier ministre tunisien Youssef Kaïd. Sa visite survient alors que la Tunisie connaît depuis plusieurs mois une crise politique en raison d'un conflit qui oppose Kaïd à une partie de la classe politique. Ce conflit politique paralyse l'État et inquiète les observateurs qui craignent qu'il entrave l'organisation des prochaines élections prévues en 2019 et les efforts nécessaires pour faire face à une profonde crise sociale. Cette crise mine la confiance à l'égard des institutions et alimente la tentation autoritaire, avait écrit le Centre de réflexion international Crisis Group, rappelant que pour le citoyen ordinaire, l'urgence est que les partis politiques montrent qu'ils ont retrouvé le sens de l'État. L'échantillonnage que Human Rights Watch a utilisé, ça pose problème. C'est 164 élèves sur plus de 500 000 élèves. Ils se sont rendus dans 3 régions sur 14 régions au Sénégal. Ils ont interpellé 14 lycées sur plus de 350 lycées, 9 collèges sur plus de 1000 collèges. Alors de là à parler d'un rapport, je crois que c'est exagéré. Nous condamnons, même s'il y avait 0,01% d'enseignants qui sont dans cette situation, nous le condamnons et nous pensons quand même que la justice doit faire son travail. Mais de là aussi, à partir de 0,0 quelque chose %, vous généralisez pour 97 000 enseignants, c'est inacceptable aussi. C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est de l'insulte adressée aux enseignants du Sénégal, c'est une stigmatisation. On a cherché à travers ce tract de Human Rights Watch à jeter les enseignants aux gémonies, on a tenté de les discréditer, on a tenté même de les humilier devant leur famille. Des séances de vaccination de masse pour immuniser les enfants contre la poliomyélite.
C'est la riposte des autorités nigériennes à la résurgence de la maladie, 12 ans après que l'Organisation mondiale de la santé ait retiré le pays de la liste des États où la polio est endémique. Cette riposte intervient après la détection de 6 nouveaux cas de polio à Zender, deuxième région du Niger frontalière au Nigeria. L'opération est menée simultanément dans 7 localités et à Maradi, Agadez et Difa par des équipes de vaccinateurs instruits pour faire du porte-à-porte dans les villes et villages, ratisser les gares routières, les écoles, les points d'eau et les marchés pour administrer par voie orale des doses de vaccins aux enfants. Au total, plus de 3 millions d'enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés dans ces régions où les enfants âgés de moins de 5 ans, déjà éprouvés par les ravages du paludisme et de la malnutrition, sont les plus exposés à développer la maladie. Une maladie invalidante et très contagieuse, transmissible par la salive et qui peut entraîner une paralysie touchant le plus souvent les membres inférieurs et pouvant également atteindre l'appareil respiratoire. La campagne de vaccination de masse démarrée au Niger est soutenue par l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, dirigée par l'OMS, l'UNICEF et les États-Unis, qui ont déployé des moyens financiers, humains et logistiques importants. La série noire des colis suspects continue. 2 nouvelles cibles ont été annoncées ce vendredi. Il s'agit du sénateur démocrate Cory Booker, très hostile au président américain Donald Trump, a annoncé le FBI, tandis que CNN indiquait qu'un paquet avait été adressé à ses bureaux à l'intention de l'ex-responsable des renseignements, James Clapper, également très critique du président américain et qui intervient régulièrement sur cette antenne. Mais le FBI n'a pas immédiatement confirmé le 12e colis annoncé par la chaîne CNN à l'antenne. Toutefois, la police new-yorkaise a confirmé répondre à une alerte au colis suspect dans un bureau de poste situé à quelques rues des bureaux de CNN au cœur de Manhattan. Elle n'a pas non plus immédiatement confirmé les informations de CNN selon lesquelles l'alerte était liée à James Clapper. Ces nouveaux colis suspects sont découverts alors que la police américaine a lancé une chasse à l'homme pour retrouver les auteurs de ces paquets envoyés en pleine campagne législative américaine. Aussi, personne n'a encore été arrêté. La police avait confirmé ce jeudi que tous les premiers envois contenaient des engins explosifs artisanaux.